Il y a quelque chose qu'on ne te dit jamais vraiment dans le développement personnel. On te parle de l'échec. On te dit qu'il faut apprendre à échouer, à rebondir. On a des citations, des TED Talks, des livres entiers sur l'échec. Et je suis d'accord avec ça. Mais personne ne te parle de ce qui arrive avant l'échec et de ce qui fait que la plupart des gens n'échouent même pas parce qu'ils ne commencent jamais. Il y a une statistique qui me fascine. Les chercheurs en psychologie comportementale estiment que la majorité des projets abandonnés ne le sont pas après un échec. Ils le sont avant même la première tentative réelle. La cause numéro un, c'est pas le manque de temps, ni de compétences, ni les moyens. La peur de ce que les autres vont penser. Aujourd'hui, on va parler de ça. Pas de l'échec, mais de ce qu'il y a en amont. On va passer au travers de 3 axes. Le premier, c'est pourquoi la peur du jugement est câblée dans ton cerveau comme une menace de survie et pourquoi ce n'est pas une faiblesse. Le deuxième axe, c'est les 3 formes concrètes qu'elle prend dans ta vie et pourquoi tu ne les reconnais pas toutes. Enfin, la dernière étape, c'est ce qui change réellement quand tu arrêtes de construire ta vie autour du regard des autres. Reste bien jusqu'à la fin pour ta question de coaching pour pouvoir, dès aujourd'hui, créer un levier de transformation concrète. Faire passer de la compréhension à l'action. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut une petite compréhension. La peur du jugement n'est pas une fragilité psychologique. Ce n'est pas non plus le signe que tu manques de confiance en toi, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ce n'est pas quelque chose que tu dois corriger ou dépasser. C'est de la biologie tout d'abord. En 2003, la neuroscientifique Naomi Eisenberger de l'UCLA a conduit une expérience devenue célèbre dans les neurosciences sociales. Elle a montré à des participants ce que ça faisait de vivre une exclusion sociale, simulée par une simple situation dans un jeu vidéo où ils étaient mis à l'écart par les autres joueurs. Et on a tous vécu ça. Vous savez, ça peut être à l'école, ça peut être dans une activité, quand il y a 2 équipes qui doivent se créer et que vous vous retrouvez à être la dernière personne choisie. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Les résultats de cette étude ont montré que les zones du cerveau activées par cette exclusion étaient les mêmes que celles activées lors de la douleur physique. Le rejet social et la douleur physique activent le même circuit neurologique. Autrement dit, quand tu ressens la peur du jugement, ton cerveau ne fait pas juste une métaphore, il traite ça comme une vraie menace. Il ne fait pas la différence entre le fait que tu viens de te prendre un coup de poing en pleine figure et un coup de poing psychologique. C'est quelque chose qui pourrait te faire du mal. C'est pour ça que c'est si puissant. C'est pour ça que mais tu t'en fous de ce que les gens pensent, ça ne marche pas. Tu ne peux pas convaincre un système d'alarme par la raison. C'est dans ton corps, depuis la nuit des temps. La peur du jugement ne dit pas que tu es faible. Elle dit que ton cerveau fonctionne exactement comme il a été conçu. Le problème, c'est qu'il a été conçu pour un monde où l'exclusion sociale signifiait la mort. Pas pour un monde où tu veux juste lancer un projet, prendre la parole ou montrer qui tu es vraiment. La première chose à comprendre sur cette peur du jugement, si on entre dans le premier axe, qui est celui de surestimer le regard des autres. La peur du jugement, elle est construite sur une illusion. Il y a une expérience classique en psychologie sociale dont je parle régulièrement. À Cornell, plusieurs scientifiques ont demandé à des étudiants de porter un t-shirt avec un imprimé ridicule devant la classe. Avant d'entrer, on leur demandait combien de personnes, selon toi, vont regarder ton t-shirt. En moyenne, la réponse était la moitié de la salle. En réalité, moins d'un quart et souvent moins. Et c'est le spotlight effect, l'effet projecteur. On se croit au centre de l'attention des autres. On imagine que nos erreurs, nos choix, nos prises de risques sont scrutées
analyser, juger avec précision. Alors qu'en réalité, les gens sont occupés par eux-mêmes, par leurs propres peurs, par leur propre vie intérieure. Ils ne pensent pas à toi autant que tu le crois. Même quand ils pensent à toi, c'est rarement avec la précision et l'intensité que tu imagines. Voici la partie qui est vraiment intéressante. Ce biais ne disparaît pas quand on le connaît intellectuellement. Tu peux avoir lu 10 fois cette étude, tu peux la citer, et le lendemain matin, avant une prise de parole, tu vas quand même sentir tous les regards sur toi. Parce que ce spotlight effect n'est pas un biais cognitif qu'on corrige par l'information. C'est une réponse affective qui précède la pensée. Ce qui change, ce n'est pas de l'éliminer, c'est d'apprendre à agir malgré elle, pas contre elle, avec elle, de positionner ce socle de sécurité intérieure, de certitude de soi inébranlable. On ne se libère pas du regard des autres juste en essayant de s'en convaincre. Tu te libères du regard des autres en faisant des choses malgré lui, assez souvent pour que ton système nerveux apprenne que le danger était imaginaire. L'exposition répétée est le seul langage que le cerveau comprend vraiment. L'axe 2, c'est les 3 formes que tu ne reconnais pas, forcément. C'est là que ça devient intéressant, parce que la peur du jugement, on l'imagine toujours sous sa forme la plus évidente. Le trac avant de parler, en public par exemple. La peur de poster, si tu es sur les réseaux, de se montrer, d'être visible. Mais elle a 2 autres formes que la plupart des gens ne reconnaissent pas chez eux. La première forme, c'est la peur d'être trop ambitieux, trop visible, trop certain, trop différent de ce que ton environnement a validé jusqu'ici. Celle-là, elle ne ressemble pas à de la peur. Elle ressemble plutôt à une modestie un peu cachée. Elle ressemble à oh, je ne veux pas paraître arrogant. Elle ressemble aussi à ce n'est pas encore parfait, j'attends un petit peu. Mais en dessous, c'est la même chose. La peur que si tu montres ta vraie mesure, quelque chose dans ton monde social va se fracturer. Des amis qui se distancient, une famille qui ne comprend plus, un environnement qui renvoie un regard différent. Et pour éviter ça, tu restes petit, volontairement et inconsciemment. La deuxième forme, c'est la peur de contredire l'image que tu as déjà donnée. Si tu as toujours été la personne prudente, oser quelque chose de grand crée une dissonance. Si tu as toujours dit l'argent ne m'intéresse pas, commencer à assumer tes ambitions financières crée une dissonance. Si tu as toujours minimisé tes succès, les revendiquer clairement, les célébrer ouvertement, crée une dissonance. Cette dissonance, ton cerveau la vit comme une menace. Les gens vont penser que j'ai changé, que je n'étais pas vrai, que j'ai menti, que je suis en train de les trahir. Ils vont me trouver incohérent. Ils ne sauront plus qui je suis. Alors tu restes cohérent avec l'ancienne image de toi, même si elle ne te ressemble plus vraiment. Est-ce que ça te parle? N'hésite pas à me dire dans les commentaires sur quelle forme tu te retrouves. Et puis il y a une troisième forme, c'est la peur rétrospective. C'est la moins connue et c'est peut-être la plus paralysante. C'est la peur d'être jugé non pas sur ce que tu vas faire, mais sur ce que tu as déjà fait. Si je me montre maintenant, les gens vont regarder ce que j'ai produit avant et ça ne sera pas à la hauteur. Si je prends la parole sur ce sujet, on va me comparer à ceux qui le font depuis plus longtemps que moi. Si je lance ça, on va voir tout ce que j'ai tenté avant et qui n'a pas abouti. Cette peur-là, elle te regarde, elle te garde en retrait. Non pas parce que tu as peur de l'avenir, mais parce que tu as peur que le passé soit visible. C'est pareil en relation. Si je m'engage maintenant, on va regarder quel type de personne j'étais dans mes relations d'avant. Peut-être que j'étais pas à la hauteur, mais que maintenant je le suis. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ces 3 formes ont un point commun. Elles ne parlent pas de l'échec, elles parlent du regard, de l'image de toi. L'échec, tu pourrais l'accepter en privé, seul, sans témoin. Ça peut être acceptable. C'est la visibilité de l'échec qui fait peur. Et c'est peut-être, je dirais, être vu en train d'essayer et de ne pas y arriver. Quelque chose dont ton système interne pense qu'il ne pourrait pas y survivre.
C'est exactement pour ça que la peur du jugement est la plus destructrice que l'échec lui-même. L'échec arrive après qu'on ait essayé. Il laisse quelque chose. La peur du jugement agit avant. Elle ne laisse rien, seulement une absence. Il y a une asymétrie qui est peu pointée du doigt. On passe beaucoup de temps à imaginer ce qu'on risque en se montrant. Et on ne passe presque aucun temps à mesurer ce qu'on perd en ne se montrant pas. L'échec laisse des traces, une expérience, un apprentissage, comme je le disais au départ, quelque chose à raconter, à transformer. Le non-essai, lui, laisse une absence. Le zéro multiplié par du zéro crée du zéro. L'absence est le seul regret qui ne se répare pas. Dis-moi s'il y a quelque chose que tu n'as jamais osé tenter et que tu regrettes aujourd'hui. Ben, commence-le dès ce soir ou dès demain. Surtout, viens m'en parler. Je serai la première personne à te soutenir. Parce qu'on n'est jamais trop, trop nombreux à pouvoir soutenir quelqu'un qui s'engage, qui ose, qui est dans cette audace. Moi, j'ai aimé pouvoir être soutenue quand je me suis autorisée à me lancer. Parce qu'on peut apprendre de ce qu'on a tenté et on ne peut pas apprendre de ce qu'on n'a jamais fait. Le troisième axe, ce qui change quand tu arrêtes de construire ta vie autour du regard des autres. Voilà une question. À quoi ressemble ta vie quand tu arrêtes de la construire autour du regard des autres? C'est pas une vie qui est sans peur, pas du tout. C'est pas une vie où il y a rien qui te touche. Mais c'est une vie où tes décisions ne sont pas filtrées en permanence par la question mais qu'est-ce que les autres vont penser? Il y a une distinction que je trouve essentielle ici. Le jugement, c'est le regard que quelqu'un qui n'a rien à perdre dans ta vie, qui observe de loin, sans engagement, sans risque partagé. Sa perspective sur ce que tu fais ne coûte rien à formuler. Le discernement, c'est le retour de quelqu'un qui est dans le jeu avec toi, qui a quelque chose en jeu dans ta réussite et dont le regard vient d'une connaissance réelle de qui tu es et de ce que tu construis. Ça te permet de bâtir, d'évoluer. La plupart des gens ont peur du jugement et filtrent aussi le discernement. La règle que je te propose, c'est si ce n'est pas quelqu'un qui risque quelque chose avec toi, son opinion n'a pas de droit d'être citée dans tes décisions. Quand tu commences à faire cette distinction, il y a quelque chose déjà qui se déplace. Tu n'essaies plus de ne pas avoir peur, tu choisis à qui tu accordes le pouvoir d'influencer tes choix. Et ça, c'est complètement différent. Tu réalises que la plupart des gens dont tu imaginais le regard, n'étaient pas dans ta vie. Pas vraiment. Pas avec toi. C'était un tribunal imaginaire, permanent, épuisant, s'ils s'étaient réunis sans jamais avoir été convoqués. Ce qui change vraiment, c'est aussi ton énergie. L'identité qui n'a plus besoin de validation. Quand tu construis ta vie en permanence sous le regard des autres, tu dépenses une part considérable de ton énergie en surveillant aussi ton intérieur pour anticiper les réactions, pour pouvoir les ajuster, même inconsciemment, tu es devenu expert en ça, pour adoucir, nuancer, avant même d'avoir agi. Cette énergie-là, elle n'est pas disponible pour créer, pour décider, pour te déployer, pour te réaliser. Les personnes qui dégagent ce qu'on appelle de l'autorité naturelle, cette présence magnétique, pas des gens sans peur, c'est ceux qui ont arrêté de dépenser leur énergie à gérer le regard des autres et donc la vie des autres. Cette énergie qui est libérée, ça se voit, ça se sent dans la façon dont ils occupent l'espace, dans cette légèreté, dans cette liberté retrouvée, dans la façon dont ils décident, dont ils parlent, dont ils refusent. C'est pas de la performance, c'est de la disponibilité des non négociables qui sont assumés et respectés. Qu'est-ce qui change concrètement? Comme on l'a dit, pas l'absence de peur, ni la communication. C'est un rapport différent à ta visibilité. Imagine une version de toi qui, avant d'agir, ne se demande plus qu'est-ce que les autres vont penser, mais est-ce que c'est juste par rapport à qui je suis, qui n'adoucit plus ses prises de position avant qu'on le lui demande, qui n'attend pas la validation pour commencer, qui peut être vue en train d'essayer sans que ce soit une menace. Cette personne-là ne vit pas dans le regard extérieur. Elle vit
avec ce qu'elle a décidé d'être à sa place. L'échec, tu pourrais t'en remettre encore une fois. Ce que tu ne peux pas réparer, c'est de ne pas avoir essayé. La peur du jugement ne protège pas tes rêves. Elle les remplace par une vie de précaution. Je vais te demander maintenant, pour passer à l'action, pense à un projet, à une prise de parole, à une décision que tu repousses depuis longtemps. Maintenant, écris le prénom des personnes dont tu redoutes le regard, si tu allais jusqu'au bout. Et demande-toi, est-ce que cette personne risque réellement quelque chose avec moi dans ce que je m'apprête à faire? Dans la majorité des cas, la réponse est non. Le tribunal s'est réuni seul. Il n'a pas le pouvoir que tu lui as donné. Maintenant que tu l'as nommé, il en a encore moins. Dis-moi en commentaire, c'est quoi le projet ou la décision que tu repousses à cause du regard des autres? Ou une phrase, un élément qui a été mis en lumière dans cette vidéo. Pas forcément pour que tu l'annonces à tout le monde, mais pour que toi-même déjà tu le vois. Écris réellement. Et si ce que tu filtres depuis trop longtemps, cette identité de toi-même, tu veux venir la déployer et la construire, c'est ce qu'on travaille dans Aura, dans la collection Aura. C'est exactement ça. Pas comment gérer le regard des autres, mais comment construire une présence qui n'a plus besoin de permission et qui en devient inévitablement magnétique. Le lien est en description et tu peux aussi m'écrire en message privé. Je te remercie infiniment pour ta fidélité, pour ton écoute et je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.